est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous aider à se rendre compte que, dans cette situation, c'est toi qui t'imposes ce truc? Bah, ça peut être tout simplement de partir d'un constat de ce que tu n'as pas envie de faire en fait. Bah, tu disais tout à l'heure, j'ai envie de correspondre à une certaine image de moi et c'est pour ça que je le fais. Bah, Ouais. si tu te rends compte que c'est ça la réponse, ça ne veut pas dire que tu dois changer. Ça veut juste te Mhm. dire, je fais le choix. Ouais. Soit c'est plus important pour moi de faire cette action, mais dans ce cas-là, je m'en plains pas et je dis pas que c'est l'autre, je suis OK de le faire Mm. parce que c'est plus important pour moi de maintenir cette image de moi que de changer. Bienvenue sur les capsules inspiration. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle entrevue d'auteur à te partager et le livre dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est celui-ci, Les clés de l'indépendance émotionnelle, écrit par Carole Rinaldi. Carole est une amie que je connais depuis longtemps et c'est également une coach certifiée et consultante en développement personnel. Donc ce livre, elle a écrit pour nous aider à nous libérer, justement, reprendre le contrôle de nos émotions et surtout de notre vie. Et voici ce que dit la préface. Nous avons tendance à penser que nos émotions dépendent des autres ou des circonstances de la vie, que notre tristesse est la conséquence de telle ou telle critique, que notre colère est bien normale puisque l'on a été trahi, humilié ou injustement traité. Eh bien c'est faux, nous dit Carole. Nos émotions ne dépendent que de nous. Donc dans cette entrevue, nous allons découvrir quelles sont les clés qu'elle nous partage dans ce livre. Nous allons plonger dedans et tu vas découvrir exactement de quelle manière est-ce que tu peux reprendre le contrôle de tes émotions et donc par extension le contrôle de ta vie. Alors sans plus tarder, on peut continuer cette entrevue avec Carole et j'ai hâte de plonger dans ce contenu avec toi. Salut Carole, je suis super heureuse de t'accueillir pour cette entrevue, sur cette série d'entrevues que je fais sur les auteurs. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, salut Oriette, je suis vraiment tout aussi contente d'être là. Je vais très bien. Je suis ravie vraiment de te retrouver. On a commencé, enfin, on a fait quelque part nos débuts ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir déjà de te revoir, d'avoir reçu ton invitation aussi. Merci beaucoup pour tout ça. Oh, écoute, je devais absolument t'inviter et je le savais dès l'instant où j'ai reçu ton livre parce que j'ai eu la chance de le recevoir en exclu dès la sortie. Merci de me l'avoir envoyé. Les clés de l'indépendance Avec plaisir. émotionnelle. J'ai fait une danse de joie pour toi. Je me souviens, mon mari était là, genre, qu'est-ce qui se passe? Je disais, mais attends, tu te rends pas compte? À l'époque, tu faisais des entrevues, c'était déjà ton sujet de prédilection. Mais là, aujourd'hui, tu es l'auteur qui écrit sur les sujets. Je suis tellement fière de toi. Et ton livre, mais quel bombe, quoi. Facile à lire. Ça, c'est ce que j'ai vraiment trouvé cool. Avec les 5 piliers qui sont bien structurés. Et en plus de ça, une page de couverture orange comme ça qu'on voit de loin directement. Donc, on retrouve directement. Enfin bref, on peut le garder à côté de soi, le relire autant de fois qu'on le désire. J'adore. Et d'ailleurs, on va plonger dedans. Alors, commençons déjà par le titre, les clés de l'indépendance émotionnelle. Quand on parle d'indépendance émotionnelle, parfois, ça peut, comment dire, ça peut sembler, ressembler à du détachement, une certaine froideur. Donc, dis-moi déjà un petit peu, qu'est-ce que toi, tu entends par indépendance émotionnelle, s'il te plaît? Très bien. Déjà, l'indépendance émotionnelle, c'est pas de la froideur, c'est pas du détachement. Effectivement, c'est important de le préciser. C'est plutôt, je vais peut-être te définir la notion de dépendance émotionnelle pour bien comprendre. La dépendance émotionnelle, c'est quand je dépends des autres et de l'extérieur pour mes émotions, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient désagréables. Hmm. Donc l'indépendance émotionnelle, ça ne veut pas du tout dire je suis détaché des autres, ça veut plutôt dire j'ai le choix. Oui. J'ai le choix des émotions que je ressens, quelles qu'elles soient, pas uniquement les émotions agréables, pas uniquement les émotions peut-être qu'on a tendance à catégoriser de positives, même si tu as lu le livre, il n'y a pas d'émotions positives, négatives, mais Mhm. plutôt on va pas nécessairement toujours être dans la joie, toujours être dans des émotions qui sont forcément agréables à ressentir, mais on va avoir vraiment le choix de l'expérience émotionnelle qu'on a envie d'avoir par rapport à telle ou telle situation qui nous arrive ou telle personne que l'on rencontre. Yes, yes, le choix. Je crois que ça, c'est vraiment, je pense qu'on peut retenir ça par rapport à cette notion d'indépendance, c'est d'avoir le choix. Alors, comme je disais dans le livre, euh, c'est structuré sur 5 piliers, puis je te propose de passer justement, ça nous donnera l'occasion de vraiment explorer cette idée à fond. On va vraiment explorer les 5 piliers et le premier pilier justement c'est mes pensées, je les choisis. Et j'avais d'ailleurs moi-même surligné un petit extrait ici où tu disais l'indépendance émotionnelle vous offre ce pouvoir magique. Vous désidentifiez de ce que vous avez l'habitude de penser
choisir votre interprétation de la réalité et donc l'émotion que vous souhaitez ressentir. Donc, dis-moi un petit peu, comment est-ce qu'on fait concrètement pour voir qu'on pense par défaut? Alors, il y a déjà le fait d'intégrer Mhm. que les faits sont neutres. Et ça, c'est pas une notion qui est innée pour tout le monde en fait, hein. La plupart du temps, on sait pas forcément, on se rend pas forcément compte que nos pensées, on les a pas, elles sont automatiques en fait. Ouais. Donc, on ne se rend pas compte que c'est un système qui tourne à l'intérieur de nous, parfois depuis plusieurs années, qui se répète jour après jour, et qui n'est pas immuable. Mhm. Ça peut être changé. Donc, le fait de commencer par ce premier pilier, c'est déjà de rappeler le pilier fondamental de l'indépendance émotionnelle, c'est que les faits sont neutres. C'est-à-dire, il y a un conte qui est dans le livre qui, je trouve, illustre bien cette notion. Donc c'est un conte qui est connu. C'est un monsieur donc qui est fermier, qui élève des chevaux, et puis il y a un moment donc sa seule source de revenus ce sont ses chevaux. Et tous les chevaux ont quitté la ferme, ils se sont échappés. Et là, il y a les villageois qui viennent le voir et qui lui disent: Mon Dieu, c'est une catastrophe ce qui t'arrive. Tes chevaux se sont échappés. Comment tu vas faire pour vivre? Et le monsieur dit, le fermier, il dit en fait, bénédiction ou malédiction, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que 12 chevaux ont quitté ma ferme. Et puis après, alors c'est pas exactement ça de l'ordre du conte, mais bon, je le fais en résumé. Les chevaux reviennent, et puis il y a toute une succession dans l'histoire de euh, faits qu'on pourrait interpréter comme positifs ou négatifs, parce que finalement l'histoire elle est sans fin, les chevaux reviennent, etc. Il y en a un qui piétine la jambe de son fils, et puis finalement son fils est estropié, et puis après il y a la guerre, son fils ne va pas à la guerre parce qu'il est extropié. Enfin, on pourrait continuer l'histoire longtemps comme ça. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est ce que dit finalement le fermier à chaque fois qu'il arrive quelque chose que les villageois interprètent comme positif ou négatif. C'est cette phrase qui est: positif ou négatif, malédiction ou bénédiction, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est passé factuellement telle chose. C'est ça, les faits, tout Les simplement. faits. Donc Mhm. finalement, c'est ça. Comment on peut aborder ce premier pilier sur les pensées, c'est de se rappeler que comme les faits sont neutres, quelle est la pensée qu'on a automatiquement au sujet de ces faits? Est-ce qu'elle nous convient parce qu'elle a été apprise? On n'est pas né avec. Mhm. Donc est-ce qu'elle nous convient? Est-ce qu'elle nous mène aux émotions qu'on a envie de ressentir, les émotions qui sont porteuses pour soi-même? Et est-ce qu'elle est alignée avec nos valeurs, avec la personne que l'on est? Parce que si la pensée finalement qu'on a adoptée, elle ne nous mène ni aux émotions qu'on a envie de ressentir, elle n'est pas porteuse pour la personne que l'on est, elle ne nous met pas dans une bonne dynamique, et en plus elle n'est pas alignée avec nos valeurs, à ce moment-là, c'est là où l'indépendance émotionnelle est utile et entre en jeu et offre une puissance qui est considérable. C'est celle de se dire: je peux me reprogrammer. Je Ouais. peux choisir un nouveau système de pensée. C'est pas nier la réalité, hein. Ouais. C'est simplement factuellement tenir compte de la réalité, la décrire de manière factuelle et choisir l'interprétation qui va me mener aux émotions que j'ai envie de ressentir. Et les émotions générant des actions, eh bien, ça va peut-être me mettre dans une meilleure dynamique que celle que j'ai à l'heure actuelle. Si tu aimes le contenu que je partage sur cette chaîne, alors soutiens-moi et c'est simple, il suffit simplement de t'abonner à ma chaîne. À chaque fois que tu t'abonnes, à chaque fois que je reçois des abonnements à cette chaîne, ça m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité pour te soutenir et t'inspirer sur ton chemin. Alors, j'adore cette idée justement, tu peux choisir tes émotions, tu peux choisir tes pensées et donc quelque part te permettre d'aller choisir l'émotion qui va t'avantager ou l'interprétation d'une situation qui t'avantage et te permettre de prendre l'action que tu as envie, qui serait en plus la mieux, qui correspondrait le mieux à ce que tu veux par rapport à ce que tu attends de la situation. Si je te Est-ce que je demande te toi donnerais justement de manière peut-être un exemple? personnelle, oui. Pardon, je te disais peut-être, est-ce que je te donnerais un exemple à ce stade, d'ailleurs, qui concerne l'écriture du livre? Justement, c'est ça que j'allais te demander justement. Est-ce que toi, personnellement, tu aurais vécu une situation où t'as vraiment vu que tu étais piégé dans une pensée Alors, des situations, il y en a tout le temps. J'ai envie de te Ouais, dire, depuis que tu me connais, c'est ce que tu disais au début, ça a toujours été un sujet qui me concernait. Et c'est pour ça que j'étais tellement heureuse d'écrire là-dessus, parce que s'il y a bien un message pour moi, un entraînement, on va dire, qui résume ma vie, c'est celui-là, clairement. Depuis toujours, c'est ce que je m'applique à faire plus ou moins bien et plus ou moins facilement, on va dire. Il y a des ouais. sujets qui sont plus challengeants que d'autres. Mais l'écriture même de ce livre en est l'exemple.
Je donne cet exemple dans l'écriture du livre. Si tu veux, j'avais donc signé un contrat, j'avais 7 mois pour écrire le livre, et au bout de 5 mois, je me rends compte que j'arrive au chapitre 3 et ça bloque. Je n'arrive pas à écrire le chapitre 3, je suis 1 mois et demi sur le chapitre 3, jour et nuit, c'est un enfer, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et je me rends compte, en fait, à ce moment-là, je me dis, mais c'est le moment de mettre en application ce que tu écris. Parce que finalement, l'effet, c'est quoi? L'effet, c'est, ça fait 1 mois et demi que je suis sur le chapitre 3. Ça ne veut pas dire je bloque, ça ne veut pas dire je ne vais jamais y arriver, ça ne veut pas dire si je ne suis pas arrivée à écrire le livre en 5 mois, comment je vais faire pour l'écrire en 2 mois. Tout ça, ce sont des systèmes de pensée qui me menaient du coup dans des actions dirigées par le stress, dirigées par la peur, et qui ne me menaient pas au résultat que je voulais obtenir, à savoir écrire le chapitre 3 d'une manière plus fluide. Donc il a été question à un moment de me dire, non mais attends, là l'objectif que tu vises c'est quoi? C'est d'écrire d'une manière plus fluide. C'est de trouver l'angle qui va venir compléter ce que j'ai fait jusqu'ici. Et donc à un moment il a été question de me demander, est-ce que les pensées que tu as par rapport au fait que ça fait 1 mois et demi que tu es sur le chapitre 3, est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est digne de la personne que tu as envie d'être? Est-ce que c'est digne de l'objectif que tu vises? Et en fait, il y avait non, 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 non. Donc à un moment, je me rappelle très bien ce moment-là, j'écrivais à Fuerteventura, j'étais devant mon volcan, parce que j'habite devant un endroit qui symbolise pour moi une forme de puissance. Et je me suis dit non, là pour arriver à l'objectif que je vise, il me reste 2 mois. Donc j'ai rien à perdre, rien n'est joué. Mais quelle est la pensée qui va me permettre d'accéder à des émotions de détermination, de confiance, de certitude? Je me suis dit comment j'ai besoin de me sentir dans cet état-là, confiante, sereine, certaine. Et donc pour me sentir comme ça, quelle est la pensée qui va me mener à ces émotions? Et là, c'est là où il y a toute la subtilité de l'indépendance émotionnelle, c'est qu'il ne s'agit pas de s'inventer quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vois, c'est pas en me racontant le livre avance super bien alors que j'avais 0 page que l'émotion allait changer, parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit mais n'importe quoi, je suis en train de me raconter des bêtises, puisqu'en fait je n'arrive pas à avancer. Ce qui a été porteur pour moi, c'est de me dire qu'est-ce qui est vrai dans mon expérience de vie. Et tu le sais, j'ai interviewé des auteurs qui ont écrit un livre en 4 jours. Pas parce qu'ils ont bâclé le travail, parce qu'ils étaient alignés, le sujet était fluide, et boum, c'est sorti. Le travail était très bien, mais c'est sorti dans un temps qui est relativement court, et on ne pouvait pas se dire, le travail, il est nécessairement, terminé, parce que ça fait 8 mois, parce que ça fait 7 mois, ça peut être fait en 4 jours. Et moi, c'est ça finalement ce qui a complètement changé ma perspective, c'est de me dire, tous les jours, je connais des auteurs qui ont écrit un livre en 4 jours. Et donc finalement, moi, il me reste 2 mois, donc je suis large en fait. Et là où je me disais, mon Dieu, il reste plus que 2 mois, j'étais en stress, en panique, mais non, en fait, il y en a qui l'ont fait en 4 jours, donc moi, en 2 mois, je suis large. Et ça a complètement changé la dynamique de l'instant présent, ce qui fait que les actions que j'ai produites derrière, c'était les meilleures actions que j'ai produites jusqu'ici, dans la confiance, dans la certitude, dans la détermination, et que finalement, on va dire, vraiment pile poil à la deadline, je suis arrivée à rendre le résultat dans les temps, comme le prévoyait mon contrat. Ah, j'adore l'exemple que tu as donné, super concret. Et encore une fois, là-dedans, on voit bien à quel point est-ce que c'est ta pensée en fait qui te bloquait, donc d'avoir une croyance, quelque chose de prédéterminé, genre oh mon Dieu, je bloque, j'y arriverai jamais quelque part. Et là, de trouver, ce que j'aime, c'est que tu t'es rappelé de quelque chose de concret, de réel, qui venait défaire cette idée. Et tu as bien raison quand tu dis qu'en fait, il ne s'agit pas de se raconter des bobards, mais plutôt de trouver d'autres faits qui viennent montrer qu'en fait ta pensée te ment réellement, en gros ici. En tout cas, en soi, ma pensée pouvait être juste. En soi, oui, je bloquais, tu vois. Mais en fait, c'est une pensée sur le fait, ça fait 1 mois que je suis sur le chapitre 3. C'est pas la seule pensée possible. Il y avait plein d'autres possibles. En fait, il faut imaginer que ce sont plein d'angles. Tu es dans une pièce et il y a différents angles de vue. Il est juste question de te demander par rapport à l'objectif que tu vises, est-ce que la pensée que tu as, qui n'est pas du tout une pensée obligatoire, c'est une pensée qui peut bouger. Donc il est question de se rappeler que la pensée que j'ai là, je ne suis pas obligée de la croire, je ne suis pas obligée de l'écouter, surtout si elle n'est pas digne de la personne que je veux être,
surtout si elle ne me fait pas ressentir les émotions que j'ai envie de ressentir, et surtout si elle m'éloigne de l'objectif que je vise. Et ouais, encore une fois, toute la notion de choix. Et dis-moi un petit peu, si on passe justement à la deuxième partie, puisque là on parlait de la pensée qui vient donc générer une émotion. Et là, dans le deuxième pilier, c'est mes émotions, je les décide maintenant. Alors, la première chose, j'aime bien encore une fois, j'avais un petit extrait que j'avais retenu ici. La première chose, c'est que tu disais qu'une émotion soit agréable ou désagréable, elle n'est jamais dangereuse. Ça, je pense que c'est super important. Et ensuite, c'est notre lecture de la réalité qui détermine l'irruption d'une émotion plaisante ou déplaisante. Alors, parle-moi un petit peu de ça, là, parce que l'émotion en soi n'est jamais dangereuse. Parle-moi un peu de ça. L'émotion n'est jamais dangereuse dans le sens où elle finit toujours par passer. On peut être plus ou moins habitué à être au contact des émotions, on peut plus ou moins être à l'aise avec les sensations physiques qu'elle nous fait ressentir, et ça peut générer de l'angoisse, ça peut générer de la peur, ce qui fait que ça va augmenter encore plus la durée de passage, la résistance qu'on peut avoir à l'émotion. Mais en soi, quelle que soit l'émotion, c'est toujours précieux, je pense, de garder à l'esprit qu'elle finit toujours par passer. Ok, c'est ça. Je sais que j'adore. Effectivement, parce que parfois on a l'impression, je pense qu'il y a une des choses qui fait qu'on a parfois peur de justement regarder l'émotion, c'est qu'on a un peu cette sensation qu'elle va être dangereuse pour soi. Et maintenant, là-dedans, dans ce chapitre, justement, tu parles du droit versus l'envie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement cette distinction-là? Mais en fait, tout simplement, c'est le concept d'indépendance émotionnelle, c'est se demander est-ce que j'ai envie de ressentir l'émotion que je suis en train de ressentir. Il y a le concept d'envie qui apparaît, que tu n'as pas quand tu es dans la dépendance émotionnelle. Dans la dépendance émotionnelle, tu crois que les autres et l'extérieur sont responsables de ce que tu ressens. Donc, je donne un exemple. Si tu as eu une mauvaise nouvelle, c'est pour ça que tu es triste. Si tu as eu un conflit avec quelqu'un, c'est pour ça que tu es en colère. Non, comme on vient de le voir avant, j'explique dans le livre donc plus concrètement ce qu'est le chemin de l'émotion. Le chemin de l'émotion est déterminé par une pensée. Et donc, c'est pas ce qui t'est arrivé qui fait que tu es triste ou que tu es joyeux, c'est la pensée ou l'interprétation que tu as au sujet de ce qui t'est arrivé. Donc, à partir de là, si j'ai pas eu conscience de la pensée nécessairement qui a déterminé mon émotion, je peux quand même prendre l'indépendance émotionnelle en chemin, au moment de l'émotion, quand j'en suis là, et me dire, là, ce que je ressens, est-ce que j'en ai envie ou pas? Et tu sais, pour travailler sur ce sujet-là, plein de fois on me dit, quand j'ai des difficultés, ou quand je suis triste, ou quand je suis en colère, on me dit, non mais Carole, du coup, tu es au bon endroit pour appliquer ton livre, tu sais, comme si finalement, il y avait une attente, et elle est réelle, je pense, quand tu écris sur ces sujets-là, ou quand tu parles de pratiquer ces sujets-là, on a un peu cette idée reçue que, alors du coup, tu vas tout transformer en émotions joyeuses, parce que ton envie, ce serait toujours d'être dans la joie, et toujours d'être dans la gratitude, et absolument pas. L'envie d'un être humain, justement, dans cette notion d'émotion, c'est parfois j'ai envie d'être triste, parce que mon interprétation de ce qui m'arrive et la personne que je suis, c'est ok, c'est aligné pour moi. Par exemple, je donne dans le livre aussi la maladie incurable de mon papa qui est décédé d'un cancer. Je sais que l'indépendance émotionnelle m'aurait permis de changer les faits en quelque chose de joyeux. Mon père a un cancer incurable, c'est un fait, d'accord? Je sais que j'aurais pu transformer ça en quelque chose de joyeux, mais ça n'a aucune pertinence, aucune décence dans les valeurs de la personne que je suis. Et c'est là où tu te dis, ok, je suis triste par rapport à la nouvelle que j'ai appris de mon papa. Est-ce que j'ai envie de cheminer avec cette émotion? Peut-être que oui. Et peut-être que ce ne sera pas la tristesse, peut-être que ça sera une autre émotion désagréable, tu vois, un peu nuancée par rapport à la tristesse. Mais pour moi, ça n'avait à ce stade aucune pertinence, même si je savais comment faire, d'aller transformer ça dans la joie. Pour moi, ça a été de passer plutôt de la tristesse à l'émotion d'acceptation. Tu vois, ça, c'était ok pour moi. C'était pas toujours agréable, pas toujours confortable, mais mon envie, c'était de traverser cette période-là à ses côtés dans l'acceptation. Parfois dans la tristesse, parfois dans la colère, mais certainement pas en me mettant une injonction à parce que tu sais faire ça,
eh ben, même si c'est possible, même si c'est faisable, c'est pas aligné avec la personne que je suis, c'est pas digne de mes valeurs. Mm. Donc, je vais choisir l'émotion désagréable de cheminer avec elle. Et ce que Mm. j'aime rappeler en conclusion de cette seconde clé, c'est que c'est pas du tout pareil une émotion désagréable que tu choisis d'une émotion désagréable que tu subis. Que tu subis. Parce que tu as l'impression qu'elle t'est imposée par l'extérieur, Ouais. alors que dans le second cas, tu sais de quelle pensée elle te vient, et quand tu identifies la pensée, quand tu regardes l'émotion qui va avec, eh ben tu dis oui. En fait, l'interprétation que je donne à cette situation, elle est alignée avec qui je suis. Ouais. Donc encore une fois, c'est vraiment la notion de choix reste présente, même dans le cas où il s'agit d'une, disons, une émotion qui serait désagréable. C'est ok de désirer vivre une émotion qui est considérée comme étant désagréable parce qu'elle est alignée avec la personne et la situation et voilà, comment est-ce que tu te visualises en tant que personne et tes valeurs. Bah, puis on oublie qu'il y a un panel d'émotions désagréables en fait. Nous, on n'en Oui. connaît pas beaucoup, mais en fait, il y a différentes nuances. Ouais. Tu vois, et parfois, c'est de se dire, bah, peut-être que je vais passer juste de la peur à la tristesse. Peut-être que je vais Mhm. passer de la tristesse à l'acceptation. Et Mhm. puis, il faut aussi, tu sais, je pratique ça depuis des années, il faut aussi parfois accepter qu'il y a des sujets qui vont prendre peu de temps à transformer. On va facilement voir la pensée qui déclenche l'émotion. Et puis, du coup, bah, on va facilement pouvoir changer d'interprétation, ce qui va nous mener instantanément à une émotion plus porteuse. Et Mhm. puis, il y a des sujets qui touchent davantage à nos valeurs. Il y a des sujets qui touchent davantage notre intimité et qui Mhm. vont peut-être parfois prendre des mois, parfois même des années, Mhm. pour une transformation durable. Ouais. Et Ouais. c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas se mettre d'injonction aux émotions agréables et uniquement positives, même si Ouais. c'est top à ressentir. Et on peut tendre vers la volonté d'être le plus souvent possible dans ces émotions-là, mais il n'y a pas que ça. Et je Mhm. voudrais vraiment rappeler dans cette entrevue que, parce qu'on me le dit à moi très souvent aussi, et parfois je peux en souffrir, que non, l'indépendance émotionnelle, c'est pas parce que je sais tout transformer, alors il n'y a rien qui me touche. Je vois ce que tu veux dire. Là, je vais te poser la question parce que tu sais, quand justement tu parles de droit versus l'envie, je me rappelle à un moment donné, c'était lors d'une rupture et c'était aussi à une époque où j'étais dans une observation justement de mes émotions et ce que j'avais le droit de ressentir ou pas. Et j'avais une rupture, je vivais une rupture à ce moment-là et quelque part en moi, il y avait un sentiment de joie et d'espoir qui était surtout là et non de tristesse, tu vois. Et je me rappelle que une part de moi voulait étouffer le sentiment de joie et cet espoir qui grandissait en moi parce que c'était une situation qui était censée être triste, que l'autre personne le vivait très très mal. Donc, est-ce que justement, parce que tu parlais justement de, il y a la question de l'envie, il n'y a pas juste des émotions positives, mais ensuite il y a aussi, est-ce qu'on a le droit de ressentir certaines émotions dans des situations où disons que c'est pas socialement jugé acceptable. Alors justement, je l'ai abordé dans un second temps volontairement parce que je sais que dans le développement personnel, pour l'avoir longtemps vécu, il y a justement cette injonction à tout transformer très vite pour aller vers quelque chose d'agréable. Donc je voulais commencer par ça. Et une fois que c'est vraiment intégré, d'être OK avec les émotions plus déplaisantes et que ça peut prendre du temps, il y a effectivement le deuxième euh, peut-être pilier de l'émotion qui est le droit. C'est-à-dire l'exemple que tu as donné, il est très parlant. Ne pas non plus s'interdire dans des situations, on va dire, jugées socialement comme tristes, bah, de ressentir peut-être autre chose que la majorité des gens ressentiraient. Ouais. Parce que justement, l'exercice est le même en fait. Ok, je peux comprendre que, par exemple, dans une rupture, la majorité des gens ressentent de la déception, ressentent de la tristesse. Et peut-être que moi-même, dans d'autres circonstances, j'aurais ressenti la même chose. Mais c'est pas parce que socialement, on dit qu'il faut faire comme ça, ou que la majorité des gens le ressentent de cette manière-là, que je dois suivre la même mouvance. Mhm. Et c'est aussi cette question de, plutôt que de s'en vouloir dans des circonstances, on va dire, plutôt socialement jugées tristes, de ressentir des émotions agréables, c'est plutôt de se dire, mais en fait, du coup, c'est quoi l'interprétation et la pensée qui me mène à ressentir ce que je ressens? Ouais. Bah, peut-être que cette pensée, elle est juste. Peut-être que cette fin de relation, pour moi, elle symbolise on se respecte. Mhm. On est capable de se dire l'un et l'autre, on s'est aimé, et puis aujourd'hui, on va cheminer vers des chemins différents, Mhm. et je suis fière de te laisser cette liberté,
Je suis fière de ressentir que tu ne m'appartiens pas et que je ne t'appartiens pas et que ça te génère de la joie en fait. Mm. Bah c'est magnifique, Ouais. tu vois? Et c'est vrai l'exemple de la rupture amoureuse d'ailleurs, je donnais l'exemple d'une chanson, bon maintenant qui date hein, des années 2000, Ouais. mais où justement l'auteur parle c'est une chanson qui m'avait marqué à l'époque parce que donc elle est de Nutty et elle dit pourquoi jouer cette tragédie? Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. Mm. Mais c'est ça en fait, la vie elle est courte. Lui, son interprétation, c'est la vie est courte. On a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble, on l'a vécu pleinement. Et ça veut pas dire que parce qu'on est en couple, on fera toute notre vie ensemble. Bah aujourd'hui, nos chemins se séparent et puis je te souhaite le meilleur. Bah t'as le Ouais. droit d'être en joie, de te dire, je suis fière, moi les valeurs, la femme que je suis qui pense de cette manière-là et qui ressent de cette manière-là, j'en suis fière. Ouais. Peut-être que ce serait pour toi de la joie, peut-être que pour moi ce serait de la fierté de penser de cette manière-là, Mm. et ce serait peut-être pas de la tristesse, ce serait Ouais. peut-être pas de la déception. Ouais. Tout Ça, à c'est le fait. droit. Tout à fait. Et tu sais, ça ramène vraiment à la question justement de notre valeur, hein. Et je pense que c'est pour ça que c'est le prochain pilier. Parce que quelque part, la raison pour laquelle on se pose la question de est-ce que j'ai le droit de ressentir ça, parce que c'est socialement jugé, c'est que bah, j'ai pas envie d'être vue comme une mauvaise personne. Donc encore une fois, Bien sûr. de quelle manière est-ce que je vais être perçue si j'agis de cette façon-là. Donc justement, ça c'est notre troisième pilier, c'est ma valeur, je la connais. Donc la première chose que j'ai envie de te poser, après avoir écrit ce livre, parce que justement tu disais que c'était un chapitre sur lequel tu as bloqué, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu qu'est-ce qui te faisait bloquer en particulier par rapport à ce chapitre? En fait, si tu veux, c'est mon enchaînement qui était pas bon depuis le départ. J'avais tellement envie de transmettre, j'étais tellement fascinée, que je voulais tellement donner que je suis partie sur le pilier principal au départ et derrière, bah, ça s'étiolait alors qu'il fallait que je prenne les choses dans un ordre différent. Mais ça, c'est ma personnalité, j'ai l'habitude. Voilà, quand je suis passionnée par un sujet, j'ai tendance tout de suite à aller, plutôt que de l'amener, tu sais, en me disant que tout le monde connaît pas forcément cette notion, y aller pas à expliquer, non, boum, faut que je rentre tout de suite dans le vif du sujet. D'accord, d'accord. Donc c'était ça. Ok. Et toi, dis-moi un petit peu justement, parlons de cette valeur. D'où vient, selon toi, ça vient d'où cette obsession que l'on a par rapport au regard des autres, le fait d'être validé ou de plaire, de correspondre aux codes sociaux? Mais en fait, la notion de dépendance émotionnelle, elle l'explique simplement et assez justement en fait, parce que si depuis que tu es né, tu crois que tu as besoin des autres et d'événements positifs pour ressentir des émotions agréables, Mm, bah forcément que le regard de l'autre, il a une place énorme dans ta vie et que mm, tu mets en place des actions pour plaire et pour pas décevoir. Mais parce que tu as été conditionné de cette manière-là. mm, Le jour où tu réalises en fait que tu n'es pas dépendant des autres, tu n'es pas dépendant des circonstances pour ressentir les émotions que tu as envie de ressentir, c'est pas que tu n'en as plus rien à faire du regard des autres, c'est juste que le regard des autres va prendre une place qui est davantage juste. mm. Ça va pas, tes actions ne vont pas, toute ton énergie ne va pas être accaparée par je dois plaire, je dois pas décevoir. Non, ton énergie et tes actions vont être déjà accaparées sur qui je suis dans cette situation, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'agir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de penser. Mhm, mhm. Et est-ce que tu penses, parce que c'est quand même ton objet d'étude principal ici dans ce livre, est-ce que tu penses qu'il est vraiment possible de se détacher justement de cette dépendance du regard des autres pour sa valeur personnelle, pour juger de sa valeur Alors, personnelle? s'en détacher, je pense que oui, concernant sa valeur. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on s'en détache, ça ne nous affecte plus. Ça veut dire que Mhm, tu vas te rendre compte plus vite, à mon avis, que tu es en train de laisser ta valeur être affectée mhm, par le regard des autres. Tu vois, c'est pas t'es hermétique à ça, mais comme tu as davantage ta valeur qui est stable, parce que tu vois, tout à l'heure, tu me disais par exemple, quand tu te posais la question de est-ce que j'ai le droit de ressentir ces émotions, est-ce que finalement, même sans parler du regard des autres, est-ce que je suis une bonne personne? Rien mhm. que le fait de te poser cette question, en fait, ça témoigne de ta valeur. Ouais. Tu essaies d'être le meilleur être humain possible. Mhm, Bah, c'est magnifique. Donc, quand tu te rends compte en fait que ta valeur, elle est pas déterminée par ce que pensent les autres, bah, il y a une autre question qui se pose, qui est finalement ma valeur, elle est déterminée par quoi? ouais. Et que toi-même tu commences à répondre à cette question, bah, tu connais davantage à l'intérieur de toi ces réponses-là. Et donc quand le regard des autres t'affecte,
ou parfois c'est même pas une situation, parfois c'est tes résultats qui affectent aussi ta valeur. Oui. Tu sais, je sais pas, tu as des super résultats professionnels, tu crois que tu es au top ou dans le sport, etc. Puis d'un coup tu perds, tu te sens minable. Et là, pourquoi tu fais les montagnes russes émotionnelles? Parce que tes résultats sont en train d'être attachés à ta valeur. Et combien de fois c'est quelque chose que je transmets même auprès de mes équipes, c'est que non, les résultats sont des résultats. Rappelle-toi que ta valeur n'est pas déterminée par ces critères-là. Donc, comme les critères qui déterminent ta valeur sont davantage stables à l'intérieur et dépendent davantage de toi, le jour où tu te laisses affecter par l'extérieur, par tes résultats ou par les autres, il suffit simplement de te rappeler que ce qui est en train de se passer, c'est que tu laisses trop les résultats déterminer ta valeur. Tu laisses trop ce que disent les autres la déterminer également. Et donc, tu te réajustes, tu retombes sur tes pieds beaucoup plus facilement et rapidement qu'avant. Je pense que c'est ça en tout cas, c'est comme ça que moi que je l'expérimente. Et comment est-ce que... parce que l'idée ici, tu sais, dans le livre, tu dis je m'accorde de la valeur. Donc, certaines choses, donc comment est-ce que tu fais pour déterminer de quelle manière est-ce que tu vas t'accorder de la valeur? Parce que c'est une chose, on grandit sous le regard des autres, on nous dit voici ce qui a de la valeur. De quelle manière on arrive à déterminer maintenant, bon bah voilà sur quoi je vais reposer l'idée de la valeur pour moi, sur qu'est-ce qui me donne de la valeur? Alors, c'est une très bonne question et je pense que ce que je vais te donner là, ça m'est propre en fait, mais ça dépend vraiment de chacun. Il n'y aura pas que ces manières de faire là. Moi, tu sais, depuis quelques années, quand je regarde la nature, je me dis en fait, c'est même pas une question que je devrais me poser. Je suis issue de cette nature que j'apprends à reconnaître, que je trouve magnifique, que je trouve... j'ai même pas de mots pour décrire, tu vois, là, il y a un bébé qui est né dans ma famille, mais je suis émerveillée. Je me dis, mais deux cellules qui donnent cette perfection, tout est à sa place, Ouais. Et nous, on vit dans... C'est normal. Tu vois, on est sur une planète, dans un univers où... Enfin, pour que la vie soit possible, c'est un ensemble de probabilités incroyables. En fait, dans ton corps, tu as 37 trilliards de cellules qui font que tu respires, tu te poses aucune question, tu es là, tu marches. Enfin, pour moi, me rappeler de ça, de ce côté magique, incroyable, ça a une valeur énorme. Et je me rappelle en fait que rien qu'en étant humain, on est issu de cette nature-là, c'est largement suffisant pour déterminer notre valeur. Tu vois, donc ça peut être par exemple quand je suis face à la nature, je fais une méditation par rapport à ça et je m'imagine fusionner complètement avec ce qui m'entoure et je me dis j'appartiens à ça, j'ai été créé par ça et c'est quelque chose qui permet de renourrir cette valeur juste légitimement. Tout à fait. Après, il y a des gens qui auront plus besoin, encore une fois, que ce soit déterminé peut-être par des actions. Donc euh, ça peut être tout simplement de prendre soin de soi, de s'accorder du temps. Ça peut être de commencer par se parler correctement. Ouais. Tu vois, ça peut être des petites choses, c'est pas nécessairement des actions grandioses, ça peut être certaines actions ou certaines paroles auxquelles tu vas mettre fin, te disant non, qu'est-ce qui justifie que je me parle de cette manière-là? Qu'est-ce qui justifie que je me traite de cette manière-là? Qu'est-ce qui justifie que je m'oblige à telle ou telle chose? Ouais. Tout à fait. Et donc, s'accorder de la valeur, c'est aussi dire non et dire stop à certaines choses qui ne te conviennent plus. Ouais. Tout à fait. Ça peut être aussi renforcer certaines choses ou certaines paroles qui te font du bien. Aussi, ouais, tout à fait. Moi j'aime bien souvent dire devenir sa meilleure alliée. Si peu Bien sûr. importe ce que les autres peuvent dire de toi, s'il y a bien une personne qui devrait toujours être de ton côté, c'est toi-même. Exactement. C'est une manière de faire qui est très parlante et qu'on peut facilement comprendre. Après, l'entraînement, c'est de s'en rappeler, de s'y tenir au quotidien et pas que quand tout va bien. C'est ça, exactement. Mais en fait, quelque part, quand tu parles de cette fameuse indépendance émotionnelle, ça demande énormément de conscience de soi, hein. C'est vrai que ça demande... c'est vrai. C'est vrai que ça demande de la conscience de soi. Après, c'est peut-être aussi une priorité à avoir. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me demande un effort. Tu vois, ça demande une certaine conscience, mais je prends plaisir à faire ça. Parce que pour moi, l'objectif de ma vie,
je me dis, ce serait quand même la finalité de la vie pour moi, c'est pas naître, avoir un boulot pour gagner des sous et puis mourir en fait. Moi, j'ai Mhm. envie de découvrir, de me poser des questions sur l'être humain que je suis. J'ai envie de me dire, bah, ma vie peut être courte et de devenir le meilleur être humain que je puisse devenir dans le temps qui m'est donné. J'ai envie d'expérimenter des choses belles avec les gens qui m'entourent, avec mon environnement. Et du coup, ça me demande de la conscience, mais c'est aligné avec Ouais. finalement la finalité de vie que je veux obtenir. Donc Mhm. j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de contraignant, que ce soit un effort. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera le cas, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est tout simplement, c'est une question de priorité. Ouais. C'est est-ce que ça a de la valeur pour moi? Est-ce que justement c'est important pour moi un peu plus de choisir les émotions avec lesquelles je chemine dans la vie? Est-ce que je suis satisfait de ma façon de faire aujourd'hui? Dans ce cas-là, c'est complètement OK. Ou alors, est-ce que là, les émotions que je ressens, les actions que j'ai dans mon quotidien, les pensées que j'ai, elles sont pas dignes de la vie qu'on m'a donnée et elles sont pas dignes de la personne que je suis. Et je te Mhm. garantis que si tu souffres à ce point-là, bah dans ce cas-là, le fait de mettre de la conscience sur tes pensées, tes émotions, tes actions, ça va pas être un problème. Exact. Parce qu'au contraire, c'est la dynamique qui va te permettre de retrouver du pouvoir et de retrouver le choix par rapport à l'être humain que tu veux être, et par rapport à la vie que tu as envie d'avoir. Hmm. J'adore parce que tu sais, depuis le début, tu as commencé avec la notion de choix et ça tout de suite, on est dans une conversation de pouvoir en fait, parce que le choix Ah, est un énorme pouvoir et l'autre sujet sous-jacent, en dessous, quand on parle d'indépendance émotionnelle, est-ce que tu n'as pas l'impression que ce qui nous amène à vouloir justement avoir plus de contrôle ou en tout cas d'avoir plus de choix par rapport à nos émotions, nos pensées, nos émotions et l'expérience que l'on fait, c'est souvent une expérience de souffrance qui est trop présente. oui, 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 c'est vrai. C'est déjà précieux de savoir dans des moments où tu souffres, juste parfois, même si tu n'arrives pas à voir la pensée, l'émotion, juste de te rappeler, j'ai le choix. Ouais. Et le moment venu, je peux choisir une interprétation différente. Tu Ouais. sais, les dernières années, franchement, depuis 2020, j'ai vraiment, vraiment vécu des challenges difficiles. Il y a des Ouais. choses qui m'ont mis à terre. Et même en pratiquant l'indépendance émotionnelle, même avec toute la valeur que ça a pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets, quand ça te touche vraiment en plein cœur, ça Mhm. prend du temps. Ça prend le temps qu'il faut et c'est OK. Bah, Mhm. dans ces moments-là, je me rappelais juste, en fait, mes émotions sont déterminées par ce que je pense et pas Ouais. par la situation. Bah, tu sais, parfois, de cheminer juste avec ça, là, bien au chaud, Mhm. eh ben, ça fait du bien. T'as Mhm. ça sous le coude, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, le livre, je l'ai écrit exactement dans l'idée que tu l'aies toujours près de toi. Ça m'a fait chaud au cœur quand tu as dit ça tout à l'heure parce que je l'imaginais exactement comme ça, comme quelque chose que tu peux avoir sous la main, sous le coude, pour ouvrir la page et te rappeler, ok, là je suis dans une situation difficile. Je souffre, oui, c'est un fait. Mais tu souffres pas par rapport à ce qui t'arrive. Tu Mhm. souffres pas par rapport à l'extérieur. Tu Mhm. souffres par rapport à la vision des choses que tu as. Mhm. Tu souffres parce que cette vision des choses, tu ne la questionnes plus. Soit Mhm. tu l'as apprise, soit elle est automatique, et tu as l'impression que tu peux pas en sortir en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a pas C'est d'autre ça. issue. Mhm. Juste de garder à l'esprit qu'il y en a d'autres. Tu Ouais. les vois peut-être pas encore, mais c'est pas parce que tu les vois pas qu'elles n'existent pas et qu'elles sont pas là. Et Mhm. quand l'amygdale va se calmer, parce que tu arrêtes de vouloir changer, tu arrêtes de vouloir ressentir des émotions positives alors que t'es pas bien, l'amygdale va commencer à se calmer, donc l'amygdale qu'on a dans le cerveau. Du coup, tu vas rétablir au niveau cérébral la connexion avec ton cerveau préfrontal. Et quand il va se passer ça, quand le moment sera venu, là, tu vas pouvoir rétablir une connexion différente, c'est-à-dire te questionner sur, tiens, si j'allais sur une autre planète, là, ce que je suis en train de vivre factuellement, les gens qui n'ont pas ma culture, qui ne sont pas de ma société, quel regard ils pourraient porter sur ce que je suis en train de vivre? Ouais. Et parfois, si c'est trop challengeant de te dire, euh, les gens de cette planète pourraient peut-être rire de ce qui m'arrive, et donc si ils en riaient, ce serait quoi leur interprétation? Si c'est trop challengeant par rapport à ce qui t'arrive, demande-toi au moins, qu'est-ce qui ferait que ces gens-là seraient neutres? Mhm. Qu'est-ce qui ferait que ils pourraient te dire oui, c'est dur, mais qui seraient pas nécessairement hyper affectés autant que tu peux l'être? Ouais. Mhm. J'adore ce que tu viens de dire là parce que déjà, la notion que c'est pas parce que tu connais l'outil que ça veut dire que c'est instantané. Il se peut effectivement, comme tu dis, il y a certaines choses qui te mettent à terre et ça peut prendre un peu de temps avant de trouver cette autre lecture, mais de simplement se rappeler il existe vraiment une autre façon de voir les choses
qui pourrait bien sûr apaiser la douleur, la souffrance ou l'incompréhension ou le sentiment d'être dans un cul-de-sac qu'on peut avoir par moment. Justement, passons justement au prochain pilier, je pense, hein, qui dit justement ce que je m'impose, je peux m'en libérer. Déjà, juste le titre de ce pilier, je trouve qu'il dit tout. Parce que ça dit ce que je m'impose. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce sont des contraintes. Que ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la contrainte. Donc, par exemple, à quoi tu t'obliges qui ne te convient pas et pourquoi tu le fais. Ouais. Et souvent, tu le fais encore une fois pour la validation extérieure, c'est-à-dire pour que les autres te perçoivent d'une certaine manière. Parce que tu veux pas que les autres peut-être perçoivent des parties de toi que t'aimes moins, tu veux pas les décevoir, tu veux plaire, parce que tu as peur en fait de l'image que ça pourrait donner de toi si tu refusais, si tu disais non, si tu... En fait, c'est ça, c'est si tu arrêtais de faire cette chose qui te contraint, en fait, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Et bien souvent, on retombe sur ces critères-là, sur l'approbation des autres, sur perdre leur approbation, perdre leur amour. Puis il y a aussi les peurs de l'être humain, hein, se retrouver isolé, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Mais encore une fois, tout ça, donc là on est dans le futur, ce qui pourrait se produire, ce que tu supposes qui pourrait arriver si tu arrêtais de t'imposer ça, ce ne sont encore une fois que des interprétations. Ce ne sont pas des faits. Totalement. Prenons l'exemple de j'arrête de voir telle ou telle personne où je me sens mal à chaque fois que je suis allée la voir. Moi, j'ai l'impression que je vais être rejetée, je vais la blesser, je vais lui faire de la peine, etc. Oui, peut-être factuellement que cette personne aura de la tristesse. Peut-être, le fait, c'est je vais juste arrêter de voir cette personne. Le fait, c'est pas je vais être isolée toute ma vie, je vais cheminer avec cette tristesse, je vais être tenaillée par cette peur. Non, tout ça, c'est des interprétations. Le fait, ce sera juste j'arrête de voir cette personne. Le fait, ce sera juste cette personne est triste du fait que j'ai arrêté la relation. Mais ça ne veut pas dire que l'interprétation que tu dois en avoir, c'est celle qui te maintient dans la peur, qui te maintient dans l'impuissance et dans le fait de ne pas bouger. Ouais. J'adore ce que tu dis là, surtout sur ce pilier, parce que c'est pour ça que j'ai vraiment directement tiqué sur le titre même du pilier, ce que je m'impose, parce que moi, ce que j'ai observé, et c'est aussi vrai pour moi, que même quand j'observe certains proches dans ma famille, c'est que ce qui est particulier avec ça, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on s'impose ça, en fait. Enfin, pour moi, personnellement, c'est un cheminement avant de me rendre compte qu'en fait, ce qui me met en colère dans cette situation et que j'en veux à l'autre, je fais le reproche d'eux, mais en réalité, c'est pas l'autre qui me demande de le faire, c'est quelque chose que je m'impose parce que j'ai une idée de moi-même à laquelle je souhaite correspondre et donc il n'y a pas d'autres options en fait, donc je ne le vois même pas. Alors, bien évidemment, pour toi, moi, qui avons l'habitude justement de faire ce travail qui est quelque part de s'observer, comment est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous aider justement à se rendre compte que dans cette situation, c'est toi qui t'imposes ce truc, c'est pas l'autre qui t'oblige à faire, ou bien c'est pas la situation qui est en train de t'obliger, c'est toi. Ça peut être tout simplement de partir d'un constat de ce que tu n'as pas envie de faire en fait. Déjà juste de te poser la question, qu'est-ce que je fais? Et je sais très bien au moment de le faire que soit j'ai envie de repousser, j'ai pas envie, je procrastine. Et encore une fois, c'est ok. Tu disais tout à l'heure, j'ai envie de correspondre à une certaine image de moi et c'est pour ça que je le fais. Si tu te rends compte que c'est ça la réponse, ça veut pas dire que tu dois changer. Ça veut juste te dire, je fais le choix. Soit c'est plus important pour moi de faire cette action, mais dans ce cas-là, je m'en plains pas et je dis pas que c'est l'autre, je suis ok de le faire parce que c'est plus important pour moi de maintenir cette image de moi que de changer. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de rapport à la contrainte, tu vois. Donc, je ne crois pas non plus dans la vie que, comme tu dis, faut se méfier un peu des extrêmes où à partir de maintenant, je m'impose plus rien, je fais que ce que j'ai envie, etc. Non, dans la vie, je fais pas que, entre guillemets, ce que j'ai envie, mais par contre, je me rappelle plus souvent mes priorités. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose, par exemple, qui va pas forcément me faire plaisir, qui va pas forcément me plaire, mais en même temps, je le fais parce que ça va me faire obtenir telle chose qui est importante pour moi. Tu vois, par exemple, je sais pas,
Je pense aux personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui se disent, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ce job, etc. Ça veut pas Ouais. dire que tu dois pas te questionner sur peut-être faire autre chose. Mais il est question de te rappeler que peut-être tu vas tous les matins au travail pour nourrir ta famille. Mm, Et qu'en fait, nourrir ta famille, c'est ta priorité pour l'instant, que mm, toi, le fait que tes enfants, ils aient des vêtements, ils aient une maison, un toit sur la tête, ils aient à manger, c'est ta priorité et que tu le fais mm, parce que dans tes valeurs de parents, t'as peut-être pas eu ça et tu veux mm, surtout jamais que tes enfants ne connaissent ça. Ben, mm. je te garantis que le matin, quand tu pars au travail, ce travail que t'as pas envie de faire, tu te rappelles en fait que t'y vas. Certes, ça te fait pas plaisir, mais en même temps, c'est parce que t'es un super parent, parce que tu offres à tes enfants ce que toi t'as jamais eu pour toi-même, Mm. bah ça change quand même la donne quand tu te lèves le matin. Complètement, mais complètement. Tu vois, ce que tu dis là, encore une fois, on est encore quelque part, on est toujours sur cette conversation du pouvoir parce que ça change tout. C'est soit vivre comme si tu subissais les choses ou te rappeler qu'en fait, tu les as choisis. Tu choisis parce que tu es ce type de personne, parce que tu as des raisons derrière qui te font choisir ça, même si c'est un choix difficile, même si c'est pas ce que tu aurais préféré, mais C'est ça. pour un temps en tout cas, c'est un choix et non quelque chose qui t'est imposé. Parce que je crois que c'est ça, ce qui est difficile justement, je pense, avec la dépendance émotionnelle, c'est l'impuissance qu'on peut ressentir en fait. On a l'impression Oui. que on a zéro pouvoir en fait. Hein. Mais évidemment, souvent on me dit ouais c'est dur de changer, mais tu te rends pas compte, tu t'es juste habitué à la douleur que c'est Oui, au quotidien de faire tout un tas de trucs. Fais la liste de tout ce que tu ouais, fais pour plaire aux autres, pour pas ouais, décevoir. ouais, Waouh! Mais quand tu prends conscience de ça et tu joues à ça depuis combien de temps? En plus, tu ouais. rajoutes le nombre d'années derrière, tu vois. Mm, Et là, tu vas me dire que c'est dur de changer. Non, il faut mettre les choses en perspective, en fait. Et encore mm, une fois, savoir ce que tu veux. C'est ouais. OK de continuer comme ça, mais dans ce cas-là, j'arrête de me plaindre que bah, je me sens, enfin, je suis pas la personne que j'ai envie d'être ou j'ai pas les objectifs que j'ai envie d'avoir. Mm, C'est ce que tu as dit exactement tout à l'heure. Je pense quand je t'ai dit je fais pas toujours ce que j'ai envie, c'est pas exactement le terme. C'est plutôt je fais pas toujours ce qui me fait plaisir instantanément. C'est ouais, plutôt ça. ouais. L'envie, je m'applique de plus en plus dans le quotidien à me dire, non, les choses que je choisis, j'ai peut-être pas immédiatement le bénéfice, mais Mm, au moins je suis consciente du bénéfice à long terme ou à moyen terme de pourquoi, là, dans le moment, je vais faire quelque chose qui me fait pas toujours plaisir, mm, mais parce que c'est une priorité pour moi. Cette action-là, c'est ma priorité pour tel ou tel bénéfice. Donc j'en ai envie euh, on va dire à l'avenir, du résultat que je peux obtenir, mais ça ne veut pas dire que au quotidien, tu fais que des choses qui te font plaisir. ouais, D'accord? Et ça, c'est aussi une notion très importante. Après, l'indépendance émotionnelle, je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais c'est de renoncer un peu à ce plaisir immédiat. Tu ouais. vois, je fais dans ma vie, là, je ne peux être que en joie et que bien si toute la journée je fais des choses qui me font plaisir. Non, tu peux faire du sport, tu vois, faire un effort, c'est Mhm. dur, t'en peux plus, tu te dis, allez, je vais chercher la dernière pompe, là, je suis au bout de mes forces, mais derrière, t'es épuisé, t'as eu mal, c'était un effort, ouais, t'as pas fait quelque chose qui t'a fait plaisir, mais Non. tu t'es rapproché finalement d'une finalité qui est une priorité pour toi. Et puis derrière, tu vas te Exactement. sentir bien parce que cet effort te rapproche de cet objectif. Exactement, exactement. Ouais, j'adore ça. C'est ça la distinction entre faire ce que tu as envie de faire et ce qui te fait plaisir. Et par moments, ce que tu as envie de faire, c'est pas forcément ce qui te fait plaisir, mais ça reste un choix. C'est ça. C'est pour ça que il est peut-être question pour s'aider dans l'indépendance émotionnelle et répondre tout à l'heure à ta question de devenir on peut être davantage conscient finalement des contraintes qu'on s'impose. Mm, C'est peut-être aussi passer un peu plus de temps sur une vie qui me fait kiffer, c'est quoi? ouais. Quelle est la personne que j'ai envie d'être? Quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qui Ouais. j'ai envie de côtoyer? Quels résultats j'ai envie d'obtenir? Pas Ouais. pour s'enfermer là-dedans, parce que c'est quelque chose qui peut bouger selon enfin, l'avancée dans la vie, mais au moins avoir une direction qui te permet en fait d'ajuster tes actions, tes pensées, tes émotions. Mhm. Exact, exact. J'adore, j'adore. Ok. Allons-y maintenant sur ce fameux pilier numéro 5 qui est le moment pour être heureuse. Je le détermine. J'avais encore ici un extrait que je trouvais intéressant et tu dis là-dedans, en laissant vos programmes automatiques ou les autres vous en dissuader, vous n'explorez pas pleinement votre potentiel
et vous êtes limité par vos peurs ou les jugements extérieurs. Et la raison pour laquelle j'ai voulu surligner cet extrait, c'est que pendant un moment, j'ai vu un petit peu tous ces... comment dire, il y avait une espèce de conversation sur le fait que c'était comme un nouveau dictat, tu sais, l'obligation d'être heureux, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, je ne pense pas que ce soit un dictat, mais ce que j'aime dans ce que j'ai souligné ici, c'est que si je te demande un peu de déterminer, en fait, justement, d'expliquer que veux-tu dire par être heureux. Pour moi, être heureux, c'est Mhm, juste sentir de la justesse. mhm, C'est-à-dire, ce que je ressens maintenant est juste par rapport à qui je suis et mhm, par rapport à ce que je veux comme résultat. mhm. C'est pas nécessairement quelque chose, encore une fois, d'agréable, de joyeux, de positif. C'est vraiment, pour moi, la notion de justesse. Pour moi, être D'accord. heureux, en tout cas quand je me sens heureuse, c'est quand je me dis, là, l'expérience que je fais de la vie, elle est juste. Mhm, Je suis OK avec ce que je ressens, je suis OK avec ce que je pense et je suis OK avec ma façon d'agir. Là, je suis heureuse. Et c'est pas d'accord. forcément tout le temps quand je suis dans la gratitude, c'est pas forcément tout le temps quand je suis dans la joie. Bien sûr, ça en fait partie, Mm, mais j'ai arrêté, si tu veux, enfin, j'ai jamais trop été là-dedans dans tous les cas, mais bon, j'ai encore plus, on va dire, euh, intégré que parfois, être juste neutre, c'est juste. Parfois, être triste, c'est juste. Parfois, être en colère, c'est juste. Encore ouais, plus, en fait. c'est ça. Et ça, tu ressens vraiment un soulagement. En tout cas, je le vis comme ça. Vraiment une libération, un poids sur tes épaules qui s'en va. De te dire, en fait, ben, à chaque instant, je peux profiter de la vie exactement telle que j'ai envie de la vivre, en fait. Ouais. Et de tendre à ça le plus souvent possible, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est pas parce que tu transformes une pensée que la pensée automatique que tu avais, si tu l'as depuis plusieurs années, elle va pas revenir. Donc Mm, peut-être que tu vas te dire, ah oui, bah, si j'avais cette interprétation nouvelle, effectivement, ça change l'émotion que je ressens, mais l'heure d'après, ta pensée automatique, elle est mm, revenue. Donc, mm, ça va te demander un entraînement pour la mettre en place. Et d'ailleurs, dans le livre, je parle de l'échelle des pensées pour transformer une pensée qui est là depuis longtemps, se reprogrammer vers une pensée nouvelle. C'est des choses qui demandent de l'entraînement. D'accord. mhm. Donc déjà, on expérimente des choses faciles du quotidien. Après, les pensées les plus conséquentes, on s'attaque à celles-ci. Mais encore une fois, c'est juste, c'est ce mot en fait, la justesse. Ouais. La Être justesse. heureux pour moi, c'est simplement euh, être aligné. Il y a des gens qui disent de manière être aligné avec qui je suis. Ça veut Ouais, dire je suis cohérente avec mes pensées, je suis cohérente avec mes émotions, je suis cohérente avec mes actions. c'est ça. Donc, tu n'es plus en train de te laisser dicter ce que tu dois faire, ressentir, être par rapport aux circonstances extérieures. Ce que tu vis, c'est finalement un choix, quel qu'il soit, que ce soit une expérience agréable, désagréable. C'est quelque chose que tu choisis. Et ça, c'est être heureux. Bah, en tout cas, je crois. Je crois que quand tu te dis j'ai le choix Mhm. et c'est juste, bah, en tout cas, la sensation que ça procure, c'est vraiment, j'aurais du mal à te dire quelque chose de plus beau que ça, en termes Tout à fait. d'expérience. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire parce que je pense dans ce chapitre justement, quand on arrive à ça et qu'on parle du bonheur justement, on veut parler aussi justement de cette expérience qui est le pire du pire t'arrive. Et quelque part, t'en as un peu parlé justement avec l'expérience de ton père qui a eu un cancer. Et d'abord, je suis vraiment désolée de décès Merci. de ton père. Je sais que c'est difficile de perdre un être proche comme ça. Et donc, tu as dû utiliser ces fameux outils. Et comme tu dis, le fameux parce que tu es une experte là-dedans, donc tu devrais savoir quoi faire de cette émotion et la transformer en joie. Revenons un petit peu justement, parce que être heureux, c'est ça, on est là aussi. Là. Donc, l'expérience, le pire du pire t'arrive. Est-ce que c'est possible de sentir cette justesse au milieu de cette tempête malgré tout? Je crois que oui. Maintenant, je veux pas parler à la place d'autres personnes, mais c'est justement aussi le fait de changer ses croyances, ça peut être aussi de choisir de qui on s'entoure.
Mm. Moi, je fais le choix. Pourquoi je te dis je pense que oui? Parce que je m'entoure de personnes qui, dans des situations bien plus dramatiques que les miennes, Mm. le font. Et Mm. ça m'inspire. Mm. Quand je vois des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont un visage, une expression de bonheur sur enfin, les yeux qui te transmettent quelque chose, qui te transpercent le cœur, et le lien est facile et fluide. Quand je vois enfin, des personnes qui sont face à la maladie, qui sont face à plusieurs deuils consécutifs aussi, enfin, Mm. tous les drames qui peuvent arriver dans la vie quotidienne, en fait, des gens qui perdent tout du jour au lendemain, ça ne veut pas dire, encore une fois, que « Ah, c'est merveilleux, j'ai tout perdu ». Non, mais moi, ça m'inspire de voir des gens qui sont passés par le pire. Ce que je nomme le pire, c'est des situations bien plus dramatiques que ce qu'on peut connaître parfois dans notre vie personnelle et parfois dans notre pays, et de voir que malgré tout, ces gens-là te disent « T'as le choix, j'ai le choix ». Ouais. Bah, ça, moi, ça me donne encore plus confiance, tu Ouais. vois, et je choisis de m'entourer, d'écouter ces personnes-là, de m'inspirer de leur sagesse, parce que, encore une fois, c'est vers ça que je veux tendre. Pour moi, ça, en termes de finalité de vie, je trouve ça superbe, en fait. Ouais. Ouais. Donc, je le fais à mon niveau, tu vois, tu parlais du décès de mon papa. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus la tristesse. Mm. Je suis toujours émue quand on parle, bien sûr, de mon père, mais c'est pas parce que je suis émue que c'est de l'émotion de tristesse. Là, aujourd'hui, c'est de la fierté. Mm. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas que mon père, d'ailleurs, toutes ces personnes que j'ai rencontrées en soins palliatifs quand je l'ai accompagné, aujourd'hui, je me souviens d'elles. Et ces personnes, tu sais, quand tu vis vraiment de manière prolongée dans un couloir où tu es la seule personne à en ressortir sur tes deux pieds, Ouais. et que tous les gens que tu vois, tu sais pas le lendemain si tu vas les revoir, et donc ils te donnent leur dernière parole comme si c'était la parole la plus importante qu'ils avaient à te léguer de leur vie, parce qu'ils savent Mm. pas s'ils pourront dire autre chose, tu vois. Je me souviens de ça, et je me dis, tous les jours quand je me réveille, des fois je me plains, des fois machin, ça n'a pas changé, mais j'essaie de me rappeler de ces gens-là et de me dire, je vais faire honneur à ce qu'ils m'ont légué dans leurs derniers instants de vie, tu vois. Et Ouais. je me rappelle d'eux, et je me dis, bah oui, des fois c'est dur, des fois je me plains pour rien, comme tout le monde, mais l'objectif, c'est plus rapidement, plus souvent, retendre vers, ben, ces gens-là, je vais leur faire honneur, en fait. Ouais. Tu vois, ils ont eu un impact dans ma vie, je suis fière de les avoir rencontrés, et je veux me souvenir d'eux, et je veux qu'ils vivent encore quelque part, d'une certaine manière, à travers la trajectoire de vie qu'ils me font prendre, tu Mm. vois. Mhm. Ben, pour moi, c'est ça aussi l'expérience d'indépendance émotionnelle. Ouais. Voilà, enfin, quand tu parlais tout à l'heure euh, de cette transformation, c'est les blessures aussi qui nous transforment dans ce cas-là. Et l'une de celles qui m'a le plus transformée, c'est celle-ci, hein, c'est l'expérience en soins palliatifs. C'est juste ça, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, plus je rayonne, plus je m'autorise, plus je suis juste dans ma vie, et ben, plus ça parle de mon père finalement qui est plus là. Ouais. Parce que mon père, il a œuvré à ce que je sois cette femme-là. Il a œuvré à ce que je sois cette femme qui n'a pas besoin de lui pour vivre. Mm. Il a œuvré à ce que on soit des femmes dans la vie qui ne soient pas dépendantes d'un parent pour survivre. Ouais. Et je crois que s'il le voit quelque part, je pense qu'aujourd'hui, il en serait fier de dire, bah, en fait, j'ai été un super papa, Mhm. non pas parce que j'ai rendu mes filles dépendantes de ma présence pour vivre, mais parce que j'ai, par tout ce que j'ai été et pas été, c'est-à-dire tout ce que j'ai été de mon vivant, mais aussi par ma mort, l'instant où je suis partie, il est parti jeune quelque part, Mm. et ben, j'ai contribué à faire en sorte que mes filles développent cette indépendance émotionnelle et deviennent pleinement autonomes sans avoir besoin que... Enfin, j'ai fait mon rôle de père, en fait. Je leur ai donné les outils dans la vie de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et Mhm. aujourd'hui, c'est ça, c'est que la pensée que j'ai sur mon papa, c'est plus je rayonne, plus je suis libre, plus je m'accomplis et plus je fais honneur au père qu'il était, parce que ça parle de lui quelque part. Exactement, exactement. Ça, c'est magnifique parce que c'est ça, hein, c'est toute cette richesse qu'apporte la vie, les expériences positives, négatives, les émotions douces, difficiles, tout ça, c'est la richesse de la vie et tu en parles tellement bien. Alors, les clés de l'indépendance émotionnelle chez Larousse, un superbe livre. Dis-moi un petit peu, Carole, après avoir écrit ce livre, qu'est-ce que ce livre a changé chez toi en tant que femme, une fois que tu l'as terminé? C'est plus on va dire une sensation d'apaisement. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre, j'ai envie de te dire, je me lève en paix. Il y avait un Hmm. moment, je me disais, j'ai ça, mon Dieu, à l'intérieur de moi, et je sais le pouvoir que ça procure et à la fois
le pouvoir, en même temps, le soulagement, le bonheur que ça donne. Et je me dis, c'est impossible que je meure avec ça à l'intérieur de moi. À un moment, j'avais même cette pression de me dire, c'est- il faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Je ne me voyais pas euh, aller à la fin de ma vie sans avoir fait quelque chose de ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de nouveaux domaines pour moi qui se sont révélés, à savoir qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la mode. Mhm. Ça s'est révélé en même temps avec l'expérience des soins palliatifs de mon papa, où ça a été une transformation personnelle de ce côté-là. Mais je te dis ça pourquoi? Parce que ça a été un moment où je me suis dit, avec ces 2 livres, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Et maintenant, je ressens beaucoup moins, si tu veux, le besoin d'être dans l'accompagnement individuel. C'est pas que je le fais pas, Ouais. mais j'ai transmis ce que j'avais à transmettre et de manière accessible à tous. Mhm. Et ça a ouvert une nouvelle porte vers un domaine qui me fascine et qui me passionne. Je fais toujours du coaching aujourd'hui à travers la mode parce qu'il y a plein de gens que ça permet aussi de révéler d'une manière différente, enfin en tout Ouais. cas que la transformation intérieure soit accompagnée d'une transformation extérieure aussi. Donc Ouais. c'est toujours la même chose avec plus de cordes à mon arc, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais voilà ce que ça a changé. Ça me libère du temps et de l'énergie vers une passion qui est nouvelle. Et ça a répondu à une finalité qui était vraiment un essentiel pour moi, à savoir, je ne peux pas m'imaginer vivre sans avoir fait quelque chose de cet entraînement et cet apprentissage que j'ai pu avoir pour d'autres. J'adore, 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 j'adore tout ce que tu as partagé, Carole. C'était vraiment ressenti. J'adore, ça vient du cœur, ça vient de l'expérience. Et puis, on sent tellement ton désir de transmettre à ce que tu as appris, ce qui t'a aidé, toi, sur ton chemin. Et si tu pouvais laisser une seule clé, juste une seule clé à une femme qui nous écoute là maintenant, là, elle est là tout de suite, elle nous écoute, ça serait quoi? Moi, je crois que ce serait la notion de choix, aussi inconfortable soit-elle à entendre, parce que j'entends encore une fois que cette notion puisse engendrer de la résistance, et c'est OK. Qui je suis, moi, pour te dire que tu as le choix, tu as raison de m'en vouloir, mais justement, cette émotion, demande-toi de quelle pensée elle vient. Hmm. Et c'est heureusement pour moi qu'il y a eu des personnes dans ma vie qui ne sont pas arrêtées à ma colère, qui ne sont pas arrêtées à ma frustration, justement face à cette notion en fait, hein, Hmm. et qui ont su garder le cap, qui ont su garder leur positionnement, c'est-à-dire ce qu'elle ressent ne m'appartient pas, c'est Hmm. son expérience, mais de rester convaincue que pour autant ça ne me fera pas changer d'avis et ça ne me perturbera pas, et ça renforcera ma certitude encore plus pour cette personne qui peut-être un jour la découvrira à son tour. Tu as le choix, et c'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu souffriras demain, et surtout c'est pas parce que tu crois qu'il n'y a pas d'issue ou que tu es obligé de ressentir ce que tu ressens que ça peut pas être autrement. Hmm. Magnifique, magnifique parole pour terminer dessus, franchement. C'est vraiment le grand résumé des clés de l'indépendance. Disponible, bah, ça fait déjà presque un an qu'il est sorti, c'était fin 2024 qu'il est sorti. Hein. Oui, et puis ça y est, on a les. Donc moi, je vise la traduction espagnole parce que pareil, ça, je veux rendre à l'Espagne, aux Espagnols, tout le bonheur qu'ils m'ont apporté. Et ça, c'est ce que je sais faire de mieux, ce que j'ai écrit dans ce livre. Donc je veux absolument cheminer vers cette traduction espagnole, à savoir qu'on est en chemin puisque ce livre-là aura bientôt 2 traductions supplémentaires. Félicitations, je suis trop contente pour toi. Donc, Carole, on peut la retrouver. Quel est le meilleur endroit si on veut entrer en contact avec toi? Quel est le meilleur endroit pour entrer en contact avec toi? Plus les réseaux sociaux, mais encore une fois, j'ai vraiment pris de la distance avec les réseaux sociaux pour des raisons que j'ai exprimées il y a quelques temps. Euh, les réseaux sociaux, je continue à y partager du contenu quand vraiment je prends plaisir à le faire et pas justement parce que faut l'algorithme entretenir son contenu ou je sais pas quoi, ou faut rester sur le devant de la scène. Ça me gonfle. Donc voilà, pour le dire authentiquement si tu veux, Instagram et YouTube, j'ai laissé le contenu en tout cas que je trouve être le plus impactant, autant sur les blessures émotionnelles que sur l'indépendance émotionnelle, parce que finalement, pour moi, l'indépendance émotionnelle, c'est l'état qu'on atteint en travaillant sur ces blessures. Donc c'est vraiment une continuité entre le premier livre et le deuxième. Donc voilà, Facebook peut-être un peu moins, Instagram et YouTube, tu retrouveras des vidéos, des clés, des stories qui parlent qui donnent des exemples et qui traduisent ces différentes clés. Super, super. Et nous, on va être super, on va te suivre, voir un petit peu c'est quoi ce nouveau chapitre avec la mode qui semble se dessiner devant toi. Ça a l'air vraiment passionnant. Merci Carole de nous avoir offert ce temps pour cette entrevue, parler en profondeur de ton livre et surtout pouvoir également, encore une fois, montrer qu'il y a d'autres façons de vivre pour être aligné avec soi-même, être heureux et surtout pouvoir définir ce que ça signifie pour soi être heureux. Euh,
ce qu'on veut de la vie, ce qu'on veut ressentir, nous offrir aussi cette clé qui est cette liberté qui est de savoir que nos pensées, on peut en fait les choisir, c'est pas juste qu'on doit les subir et ça c'est le début finalement de tout ce chemin. Tes pensées, tu peux les choisir, c'est la première clé, on termine, on revient dessus, mais c'est vrai que tout commence là. Hein. Je finirai aussi par, donc c'est une citation, vous le retrouverez sur mes réseaux sociaux, un homme qui dit celui qui a trouvé le bonheur en lui, ce bonheur en lui, c'est quelque chose dont il peut faire l'expérience en fait partout et dans toutes circonstances s'il le choisit, si c'est aligné avec ses valeurs et ses objectifs. Mais c'est plus un homme malheureux sera malheureux partout, parce qu'en soi, si tu crois que le malheur est déterminé par l'extérieur, finalement, tu restes prisonnier de ce schéma de pensée. Alors que quand tu as trouvé non pas le bonheur à l'extérieur, mais le bonheur à l'intérieur de toi, cette sensation de justesse, elle ne te quitte plus, tu l'emportes partout avec toi, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui donne aussi un peu d'apaisement face à l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais de savoir que tu as ça à l'intérieur de toi, à tes côtés, comme une clé dans ta boîte à outils qui peut te permettre de cheminer quoi qu'il arrive, ça augmente quelque part ton sentiment de confiance aussi. Et de gratitude et de reconnaissance envers la vie après, etc. et tutti quanti. Yes, c'est vraiment la définition de l'indépendance. Hein. J'adore. Merci beaucoup, Carole. Je sais pas pourquoi pour ce temps, j'ai vraiment adoré l'entrevue. Et puis, n'hésitez pas à retrouver Carole sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir regardé cette entrevue et on se reverra pour une prochaine entrevue. Merci à toi, Henriette. Merci, Eva, et aux personnes qui nous ont écoutés aussi. Merci.